Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction, au sommaire de l'actualité. Le secrétariat de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, avec l'appui du gouvernement suédois, a organisé ce matin un atelier devant valider le plan d'action du Forum des femmes pour la paix de l'IGAD. Merci de nous accueillir chez vous. Une conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin sous la houlette du président du Parlement, Mohamed Ali Hamed, le Premier ministre par intérim, ministre de la Justice, des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme. Momin Ahmed Cher a représenté le gouvernement au cours de cette séance. Ont également pris part à cette réunion les deux vice-présidents de la représentation nationale, les membres du bureau ainsi que les présidents des différentes commissions et les responsables des groupes parlementaires. Et Samat Al-Saïd nous fait le point sur les principaux sujets et textes examinés au cours de ces travaux. Bonjour Samat Al. Bonjour Asma, bonjour à vous. Eh bien Asma, la conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente des projets de loi en instance, Asma, qui sont au nombre de 3, à savoir le projet de loi numéro 10/2018 et ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds koweïtien pour le développement. Le projet de loi ASMA numéro 11 de l'année 2018 apportant ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Et enfin ASMA, le projet de loi numéro 12 de l'année 2018 pour la création d'un centre d'entrepreneuriat du leadership. La conférence a par la suite discuté de la date de tenue de la prochaine séance publique. Et celle-ci sera dédiée à la présentation de la politique générale du gouvernement. Elle aura lieu ASMA le 14 mai, juste avant le début du Ramadan Asma. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a par ailleurs reçu ce matin une importante délégation comprenant une parlementaire britannique et plusieurs experts pour l'UNICEF, opérant donc pour l'UNICEF. La délégation a été introduite auprès du président de l'Assemblée par la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Djannabou Maandé. Eh bien, Asma, la délégation reçue par le président de l'Assemblée était composée de Mme Wu Merriman, parlementaire britannique, de Mme Emma Rice, opérant au sein de l'UNICEF au Royaume-Uni, de Mme Deka David, de l'UNICEF à Djibouti, Mme Alexandra Hilmer, représentante adjointe de l'UNICEF à Djibouti. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ancien Premier ministre, M. Dileta, Mohamed Dileta, des députés Abdelkader Ahmed Robley et du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed Ahmed. Après le mot de bienvenue et les salutations, Mme Wu Merriman a tenu à féliciter le président de l'Assemblée nationale pour sa reconduction à la tête de la présidence du Parlement. Et les hôtes du jour ont également tenu à féliciter le gouvernement djiboutien, les élus du peuple et le progrès accompli dans la promotion de la politique du genre, à savoir particulièrement pour l'introduction de la loi instituant un quota dans les fonctions électives et dans l'administration. Elles ont enfin salué cette initiative visant à favoriser l'accueil et l'intégration des réfugiés venus en masse des pays limitrophes. La délégation suscitant explique que cette visite effectuée dans le cadre de la mobilisation des fonds pour une meilleure protection des enfants et pour la réalisation des objectifs qui s'est fixé l'UNICEF à court et à moyen terme. Eh bien, également dans l'actualité, le secrétaire, merci Samat Al-Saïd à vous pour ces explications. Dans le reste de l'actualité, le secrétariat de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD, avec l'appui du gouvernement suédois, a organisé ce matin au Kepensky Palace Hotel un atelier devant valider le plan d'action du Forum des femmes pour la paix de l'IGAD ainsi que les ressources de financement. L'objectif principal de cette rencontre vise à parvenir à un consensus sur la finalisation du document, à identifier et fixer des priorités pour l'année en cours. Le Forum des femmes pour la paix de l'IGAD concourt à résolution donc à la résolution des conflits qui touchent les pays de la sous-région. Eh bien, cet atelier a vu la participation de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Momin Ahmed Hassan, de la députée Oma Mohamed Hamid, du secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Ma'adine, des représentants des pays membres de l'IGAD ainsi que les partenaires au développement de cette institution. La parlementaire Oma Mohamed Hamid a indiqué que la forte participation à cette rencontre est un indicateur d'engagement qui reconnaît la contribution des femmes à consolider les efforts visant à promouvoir leur rôle dans la résolution des conflits qui secouent la région. Je vous propose de l'écouter. Ont été élaborés dans le cadre de processus consultatifs et je suis heureuse de noter que le nombreux membres du conseil d'administration ont apporté des conseils qui ont été guidés
le consultant en conséquence. Nos remerciements vont en particulier au gouvernement suédois pour le soutien généreux qui a permis la rédaction de ces 2 documents techniques que nous sommes en train de valider. Je lance un appel pour que nos gouvernements, nos amis de la communauté et des bailleurs de fonds, ainsi que le partenariat au développement, s'intéressent à ces plans afin que les objectifs visés soient atteints. Autant que membres du conseil d'administration, nous exprimons notre appréciation pour les contributions techniques apportées par toutes les parties prenantes consultées lors de l'élaboration de deux documents techniques. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour les visions d'un monde sûr pour les femmes et les hommes, les garçons et les filles soit réalisé et que le processus de construction et de la maintien de la paix dans la région de l'IGAD soit inclusif. I am honored to welcome Your Excellencies and distinguished guests to the important workshop to validate the strategic plan. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la finalisation de ces documents. Voici ses propos. Nous sommes réunis afin de parachever un travail de longue haleine qui a débuté en 2011 avec la première conférence régionale sur le forum Femmes et Paix qui a débouché en 2015 par le lancement officiel d'un conseil de forum Femmes et Paix de l'IGAD, d'où la présidence a été confiée à la République du Djibouti. Ce processus a été enclenché par l'IGAD pour permettre aux États membres de mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations, mais aussi d'autres résolutions connexes. Cela a été envisagé en mettant 3 grandes actions. La prévention des conflits, la participation des femmes à la paix et à la sécurité, la protection des civils avec une attention particulière aux besoins des femmes. Ces résolutions Femmes et Paix ont permis des avancées significatives à condamner toutes les violences sexuelles commises aux femmes et aux jeunes filles. Et je tiens à préciser et à informer l'audience que la République de Djibouti a élaboré ce plan d'action sur fonds propres. Et pour informer l'audience que ce sujet de la paix est inscrit dans l'agenda politique de la République de Djibouti et occupe une place importante. Nous avons élaboré ce plan d'action avec une consultation nationale et en concertation avec l'IGAD. Ce plan d'action a été validé en janvier 2018 par tous les parties prenantes. Et dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, s'est rendu ce matin à Lissabé pour mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la fiscalité pour la région. Et bien, au cours de ce déplacement, le ministre était accompagné de son secrétaire général et de ses principaux collaborateurs. Après une visite de courtoisie au préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, le ministre s'est rendu au siège du conseil régional. Il s'est également rendu au centre régional chargé de la collecte des impôts. À cette occasion, le ministre a pu constater l'effort fourni par les contribuables locaux et le remarquable professionnalisme des agents du service de la fiscalité en matière de recouvrement. À vue des résultats enregistrés dans cette collectivité territoriale, qu'il a qualifié à juste titre de région pilote dans la mise en œuvre de la fiscalité locale, le ministre n'a pas manqué de féliciter son collègue du budget pour avoir mis en place une équipe dynamique qui travaille en étroite collaboration avec les autorités de la région, la gendarmerie et la police. Et le ministre Alamis a insisté sur le fait que l'impôt, qui est une mesure contraignante pour les citoyens, ne constitue pas moins un bien indispensable pour le développement de la région. Il a rappelé qu'il s'agit d'une décision du chef de l'État qui veut ainsi promouvoir l'émergence des pôles de croissance économique
régional. Et nous suivrons donc les propos du ministre de la décentralisation dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du renforcement du rôle des ONG et de leur appui et de leur apport, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, a organisé jeudi dernier une formation de 2 jours afin de déterminer les tâches spécifiques attendues de chaque ONG. Ainsi, le HCR, l'ONARS ou l'OIM y ont pris part. Ces ONG sont appelées à exercer avec dévouement et abnégation dans l'intérêt général du peuple djiboutien. Les représentants des agences onusiennes et des organisations internationales ont partagé ainsi les informations essentielles sur leurs actions respectives sur le terrain. Et santé cette fois, dans le cadre de la caravane médicale dans le sud du pays, l'équipe de caravaniers de la santé a également débuté leurs activités de consultation à Sankal. En effet, en ces débuts de l'édition 2018, la caravane médico-chirurgicale regroupant des activités de consultation, de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales se poursuivront durant toute la semaine jusqu'au 9 mai. Prochain. Les autorités locales ont été également satisfaites par la mobilisation accrue de la population qui est venue en masse pour profiter pleinement des prestations offertes par la caravane dans la région de Zikil, composée d'une 30aine de spécialistes et techniciens supérieurs. Les caravaniers sont à ce jour à pied d'œuvre pour remplir leur mission qui consiste à dispenser des soins et des prestations spécialisées de qualité à la population sankaloise. Et parmi les spécialités proposées par la caravane, on compte la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, etc. La population locale a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de tous les membres de cette caravane pour leur sacrifice consenti qui sont promptes à travailler même les jours fériés afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population des régions. Et on retrouve l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous. Son intervention, le directeur des régions sanitaires, M. Ahmed Sirid, a rappelé les efforts du ministère de la Santé dans l'amélioration du système de santé en général, notamment dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Écoutons le directeur des régions sanitaires. Qui est constitué d'une consultation d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain. Et cette caravane s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui dit que de rapprocher les soins de qualité dans les populations inaccessibles et dans les zones où la population n'a pas les moyens de se déplacer vers la capitale. Donc sous l'égide du ministre de la Santé, ce type de caravane sillonne l'ensemble du pays et aujourd'hui nous sommes à Sankal et la population de Sankal est constituée de la population qui est une grande population de la zone de Garsadaba, d'Aïmo. Et il y a plus de 12 médecins spécialistes présents ici qui vont travailler pour cette population durant une période de 6 jours. Et je crois que la population de Sankal a accueilli un accueil chaleureux depuis hier. Et nous remercions de cet accueil le chef de village ici présent. Et nous lançons un appel solennel à la population de profiter de cette caravane qui est très importante pour l'ensemble de cette population. Et je vous remercie de votre... Santé toujours dans la région de Djibouti, les activités de cette même caravane médico-chirurgicale se poursuivent donc à Djibouti, où la population du sud continue toujours d'affluer en grand nombre pour recevoir des soins spécialisés. Les organisateurs de cette caravane ont également pris toutes les dispositions utiles pour drainer donc les patients des localités avoisinantes vers le centre de santé d'Asela, où se trouvent près d'une 30aine de médecins spécialistes et de techniciens supérieurs, et ce dans le cadre de la caravane sanitaire initiée par le ministère de la Santé. De Dakar, Kouta, Bouya, Bakar ou encore Tamiro, des patients ont été nombreux à avoir bénéficié des navettes mises en place pour profiter des différentes prestations offertes par les caravaniers de santé. Interrogés par nos confrères, les habitants de ces localités ont unanimement exprimé leur satisfaction quant à l'accueil, aux prestations et aux facilités qui leur sont gracieusement mises en place par le ministère de la Santé.
Également dans l'actualité, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Delal, s'est rendu hier dans le village de Hol qui accueille un très grand nombre des réfugiés. L'objectif de cette visite était de superviser l'opération de distribution des vivres mensuels aux réfugiés vivant dans ce village à l'aide du nouveau système de gestion de l'identité biométrique. Et bien, ce nouveau système de gestion de l'identité biométrique destiné à enregistrer et à vérifier les identités des personnes déplacées dans le monde, cette solution permet ainsi à l'ONARS, l'Office national de l'assistance des réfugiés et sinistrés, d'apporter aux réfugiés une assistance nécessaire. L'ONARS pourra ainsi capturer et enregistrer les empreintes digitales, les données relatives à l'iris et les images faciales des personnes déplacées et leur fournir une pièce d'identité. Et grâce à ce système, l'ONARS utilise une technologie de pointe afin de garantir et de préserver l'identité des réfugiés. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, les RDC, les avocats des accusés dans le procès des assassins présumés des deux experts de l'ONU, Michael Sharp et la Suédoise Zaida Clanton. Le procès a commencé à Kananga, au Kasai, donc au centre du pays, le 5 juin. Donc c'était hier, Fardous. Il est suspendu depuis le 17 octobre. Effectivement, Asma, alors que dans une note adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se plaignait des interférences continues de l'appareil sécuritaire congolais dans l'enquête sur l'assassinat de ces deux experts, l'américain Michael Sharp et la suédoise Zaida Catalan. Les avocats de la défense de Kananga se manifestent. Depuis la suspension du procès en octobre, les arrestations se multiplient, mais les principaux suspects expliquent l'ONU dans cette note sont régulièrement transférés et mis au secret dans des geôles des services de renseignement. Les Nations Unies, Asma, dénoncent les interférences continues de l'ANR dans l'enquête. Leurs avocats Kananga estiment quant à eux que le procureur canadien, M. Robert Potti, nommé en novembre 2017 par Antonio Guterres pour suivre le dossier et soutenir la justice militaire congolaise, aurait dû prendre contact avec eux et surtout plaider pour que les conseillers des accusés puissent accéder à leurs clients et au dossier. L'avocat des accusés, Asma, du meurtre affirme n'avoir jamais vu Robert Petit, qui a donc été nommé par Antonio Guterres depuis sa nomination, et se pose même la question de savoir s'il a un bureau ou s'il aurait donc pu aller là où il pourrait donc prendre contact avec lui. Merci Fred Hussein pour toutes ces précisions. En Tunisie, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche à partir de 8h, donc heure locale, dans les 350 municipalités du pays. Plus de 2000 listes, 57 000 candidats en tout se présentent à ces premières municipales depuis la révolution de 2011. Explication. La Tunisie vit un scrutin historique, aujourd'hui d'abord parce que c'est la première fois de leur histoire que les Tunisiens élisent démocratiquement leurs conseils municipaux. Ensuite, parce que cette élection permettra de poser les bases d'un pouvoir local dans un pays traditionnellement très centralisé. Pourtant, malgré cela, beaucoup s'attendent à une abstention record. La campagne s'est déroulée en ferveur et les derniers sondages en janvier prévoyaient 40% seulement de participation. En cause, le manque de confiance dans la classe politique qui, depuis 2011, a échoué à répondre aux attentes de la population. Le chômage dépasse les 15%, le coût de la vie ne cesse d'augmenter et le nombre de Tunisiens le disent. À quoi bon voter? Nous l'avons déjà fait et cela n'a rien changé. Libanais également aux urnes pour leur première législative en 9 ans. Pour leur première législative en 9 ans, près de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 128 députés du Parlement. Quelques 597 candidats repartis en 77 listes sont en lice pour des législatives organisées pour la première fois selon un mode de scrutin proportionnel. Mais la répartition des sièges est aussi régie par un subtil partage. Pour clore cette édition avec cet effondrement d'une mine au Pakistan, au moins 16 mineurs ont trouvé la mort et 9
blessés. C'était hier dans le sud-ouest du Pakistan lors de l'effondrement d'une mine de charbon provoquée par l'explosion d'une poche de gaz. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Le point nous est fait par Fardous Fessé. Été tués et 9 blessés samedi dans le sud-ouest du Pakistan lors de l'effondrement d'une mine de charbon provoquée par l'explosion d'une poche de gaz, ont annoncé les autorités. Le plafond s'est effondré à la suite d'une explosion provoquée par l'accumulation de méthane, tuant 16 mineurs et blessant 9 autres, dont 2 grièvement, a affirmé donc Shawani, le préfet de la police de Quetta. L'accident s'est produit à Marwah, à 45 km de l'ouest de Quetta, la capitale de la province. Riche en gaz et en pétrole, 25 mineurs se trouvaient dans la mine lors de l'explosion. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne après-midi à toutes et à tous.